Bonjour tout le monde! Ça y est, c'est l'heure du Facebook Live. Ben, écoutez, merci beaucoup d'être au rendez-vous. Le temps que tranquillement les gens se joignent à nous, je vais en profiter pour dire merci aux Éditions de l'Homme pour cette belle initiative. Merci aussi à François de Fackenstein, sans qui le livre n'aurait jamais pu se réaliser. Il a su mettre en mots ce que j'exprime si librement, si facilement. Merci à vous autres d'être là chaque semaine pendant la diffusion de Si on s'aimait pour me confirmer, nous confirmer que l'objectif est vraiment atteint, c'est-à-dire susciter des interrogations, créer des conversations en famille, en couple, entre amis. Je suis vraiment touchée à chaque fois que vous prenez le temps de me manifester ces bons mots-là. Puis, merci d'être au rendez-vous aujourd'hui. On va se concentrer sur les 5 dualités. Les dualités qui, pour moi, sont des façons très faciles, très accessibles d'essayer de trouver une façon d'être un peu plus confortable puis supporté en relation. Les questions, vous pouvez les adresser tout en cours de route. Je vais tenter de juste couvrir en général les dualités pour que ce soit un peu plus clair. Les gens souvent me disent « Oh, mais j'arrive pas à m'identifier totalement, clairement ». C'est normal au début, c'est comme un travail sur soi. J'ai envie de vous dire de façon dominante. Il y a des traits de caractère qu'on a d'un côté comme de l'autre, mais il y a des facettes qu'on peut pas ignorer. Alors, la première chose, j'ai envie de dire qu'en relation, on a 3 défis à relever. Apprendre à se connaître. Ensuite, avec l'autre, accueillir puis du moins accepter sa différence. Puis ensuite, quand on connaît notre dynamique, en ce qui nous concerne les dualités, ça nous aide à avoir des relations plus agréables. C'est sûr qu'une relation, ça demande un certain investissement, un certain engagement. J'aime pas le mot travail. On n'a pas envie de travailler, mais ça demande quand même une certaine implication, une énergie pour que ça puisse fonctionner. Et les 5 dualités, ils vont me permettre de couvrir 5 facettes en relation. La première, admettre, reconnaître quelle sorte d'attitude que j'ai en général face à la vie, en relation aussi. Ensuite, m'outiller pour être plus en mesure de mieux communiquer. Ensuite, dans la différence de l'autre, comment je vais négocier avec son rythme. On a soit un rythme qui est différent. La quatrième, et non la moindre, ben là, tout ça, ça devrait nous permettre d'accéder à de l'intimité amoureuse, l'intimité affective, puis l'intimité sexuelle. Et l'aboutissement des 5 dualités, je trouve que c'est créer un équilibre entre j'ai des besoins personnels et nous avons des besoins en relation comme couple, comment on peut faire pour conjuguer avec tout ça. Fait que la première dualité, la plus importante, je trouve, sur laquelle reposent un peu essentiellement toutes les autres, c'est dépendant codépendant. Quand on est jeune, quand on est enfant, nos parents ils nous donnent le meilleur de ce qu'ils ont à nous offrir, mais comme enfant, on a des besoins particuliers. Puis quand on comprend comme enfant que tout à coup, ils répondent pas tout à fait comme on voudrait à nos besoins, on développe 2 modes d'entrée en relation qui, en fait, sont des modes de survie, mais qui sont aussi des modes de comment je fais pour atteindre mes objectifs, pour arriver à mes fins, puis surtout atteindre mes besoins. Alors, le dépendant est un être qui excelle dans sa capacité à juste s'occuper de ses besoins, dans sa capacité de les nommer, de les réitérer, de les tempêter, les chialer, les répéter. Il peut avoir l'air dérangeant, mais en même temps, c'est ça sa force. Alors, rapidement, comme enfant, on va pouvoir identifier qu'un enfant, quand il a de quoi dans la tête puis qu'il l'a pas dans les pieds, il est en mesure d'aller vers l'autre, demander, réclamer, jusqu'à ce qu'on lui dise oui. Puis, il y en a qu'une fois grand, mais ils continuent d'exercer la même insistance pour arriver à leurs besoins. Donc, les dépendants sont bons pour s'occuper de leurs besoins, sont bons pour les identifier, et pas le piège, mais le petit côté un peu tordu du dépendant, c'est qu'il a l'air, en apparence, de quelqu'un qui est au-dessus de ses affaires, qui est en pleine possession de ses moyens, qui maîtrise bien son univers, mais qui, en fait, cache une grande insécurité. Alors, le piège du dépendant, c'est que s'il ne s'admet pas insécure, anxieux, ben, il va avoir du mal à être accompagné. Il va avoir du mal à ce que les autres puissent cerner que derrière cette attitude qui est bien au-dessus de ses affaires, mais il y a quelqu'un qui est insécure, puis qui pourrait, s'il était un peu plus apte à le nommer, être accompagné, puis qui
de mieux pour l'accompagner comme dépendant que le codépendant. Codépendant, puis on apprend ça tout de suite quand on est petit, là. Je vous le dis rapidement, les enfants, le codépendant, lui, quand il réalise dans son univers familial que, oups, il y a comme un climat défavorable ou inconfortable, ben, il va vite comprendre, si je fais la vaisselle, ça calme la tension de la famille. Quand je suis bon garçon puis que je me tiens à l'étroit tranquille, ben là, tout de suite, il y a comme un climat qui rend ma mère un peu plus joyeuse, mon père un peu plus heureux. Fait que rapidement, le codépendant ou la codépendante va comprendre que quand je suis dans l'action puis que je me prends vite à rendre service, à m'occuper des besoins des autres, dans un premier temps, ça me valorise. Et dans un deuxième temps, ça rend les gens heureux. Alors, certains d'entre vous ont commencé leur carrière très, très tôt dans la codépendance. Et la force du codépendant, c'est, on veut tous un voisin, une amie, un collègue, un patron codépendant. Parce que le codépendant, sans même qu'on ouvre la bouche, sans même qu'on dise quoi que ce soit, sont en mesure de cerner c'est quoi nos besoins. Tu sais, je dis souvent, tu passes une semaine avec moi puis tu es un codépendant, rapidement tu vas savoir c'est quoi mon mets favori, ma destination vacances préférée et mes couleurs préférées. Le dépendant, là, il y a une grande attention sur l'autre, ce qui fait qu'il est vraiment pointueux sur sa capacité de voir exactement ce que l'autre a besoin. En revanche, le codépendant, quand tu lui demandes ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qu'il voudrait manger, faire, c'est toujours ça me dérange pas, c'est comme tu veux, il n'y a pas de problème. Puis c'est ça le piège du codépendant, c'est qu'il va être très aimé, apprécié, sollicité de son entourage, mais il va avoir du mal à s'occuper de ses vrais besoins, à mettre ses limites, à apprendre à dire non, mais surtout à juste se donner du temps pour prendre soin de soi. Puis le codépendant, le malaise, c'est qu'il n'y a personne qui peut soupçonner que derrière, il est facile à repérer, le codépendant. Il est toujours de bonne humeur, toujours enthousiaste, toujours disponible pour rendre service. Il dit jamais non, même si à l'intérieur, il est dans un état épouvantable. Le codépendant, son défi, c'est vraiment apprendre à être, à dire ça me tente pas, ça me convient pas, à mettre des limites, tout en étant capable de se soucier des autres. Les codépendants, souvent, ils vont me dire « Hey, moi, je veux surtout pas être comme un dépendant puis devenir un être d'égoïste. » Impossible. J'ai jamais vu ça dans ma carrière, un codépendant tellement rétabli qui se perd dans l'égoïsme puis qui se perd à s'occuper juste de lui ou de elle. On perd pas notre vraie nature. Pas plus que j'ai vu des dépendants tellement dans le développement d'apprendre à se soucier de l'autre, à se perdre. Parce que le dépendant, il faut qu'il apprenne du codépendant. C'est comme toujours de bonne humeur, toujours au service. Alors, le dépendant puis le codépendant, c'est vraiment ça l'attitude. Donc, le codépendant, il y a une attitude d'ouverture, de bonne humeur, de disponibilité. Il est facile à repérer parce qu'il y a toujours cette attitude grandiose d'être au service. Alors que le dépendant, ben, appelons les choses telles qu'elles sont. C'est un être qui chiale beaucoup. Puis s'il chiale pas parce qu'il y a un discours un peu plus articulé, ben il critique beaucoup. Il y a une opinion surtout. Il y a un avis surtout. Ce qui fait qu'il a toujours l'air contrarié, il a toujours l'air de mauvaise humeur, il a toujours l'air à bout. Puis là, à un moment donné, ça va créer un inconfort. Mais c'est pas grave parce que même si j'ai un petit côté très chialeux comme dépendant, je dis souvent, et c'est pour ça que les codépendants succombent, le dépendant, même s'il est chialeux, puis il est plutôt négatif, puis il est plutôt aigri, c'est un être foncièrement attachant parce qu'il est capable de parler des vraies affaires, il est authentique, il est ouvert, il dit ce qu'il pense haut et fort, par la positive comme par la négative. Fait que dépendant, codépendant. Dépendant s'occupe de ses besoins, ça le rend un peu égoïste, un peu égocentrique. Un codépendant, centré beaucoup sur les besoins de l'autre. Quand je dis on devient les meilleurs professeurs l'un de l'autre, c'est exactement ça. C'est que le codépendant, je le regarde aller, je me dis, mon Dieu, ça il tente même pas. Je suis même pas sûre qu'il a pensé s'il était disponible, mais il se rend disponible, puis il dit oui, puis il prend plaisir à le faire. C'est ça que le dépendant apprend. Et à l'inverse, le dépendant, c'est comme, mon Dieu, qu'il n'a pas de misère à dire non, puis à exprimer son mécontentement, puis à donner son opinion, puis le codépendant a tout à apprendre de ça. C'est bon? Donc, dépendant, codépendant, première chose, donc, c'est admettre mon attitude, la reconnaître, puis je vais pouvoir me dire, OK, moi, j'ai vraiment faire attention de reconnaître avec positif ou de mettre mes limites comme codépendant. Ensuite, m'outiller. Je regarde s'il n'y a pas des questions. Est-ce que les relations durables sont avec des personnes qui se ressemblent ou l'expression des contraires s'attire? C'est une très bonne question. À la lumière de mon expérience, c'est pour ça que j'aime beaucoup les dualités.
généralement, on a les mêmes valeurs, on a la même direction, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes souhaits pour la relation, mais nos tempéraments contraires s'attirent et c'est ça qui crée l'équilibre au début de la relation, qui fait qu'on a une espèce de sentiment d'être complémentaires l'un avec l'autre, mais on devient aussi le meilleur l'un de l'autre parce qu'on crée quelque chose avec nos différences qui est très, très, très complémentaire au niveau de l'attitude, au niveau du quotidien, au niveau de toutes les possibilités que la relation offre dans notre différence. Ensuite, la deuxième outil pour mieux communiquer. Émotif, rationnel. Un émotif, c'est un acte de peu de mots qui marche au feeling, qui marche à l'intuition, qui marche au senti, qui marche à l'atmosphère. Mais en relation, ce qui est difficile avec un émotif, c'est que c'est un acte de peu de mots. Il parle pas beaucoup, puis quand il parle, il donne 2-3 mots, puis ça n'a pas toujours l'air clair pour la personne autour, mais l'impression que c'est très, très clair pour lui. Donc, l'émotif, il marche. Souvent, ils vont dire ça me disait ça par en dedans, puis il n'y a rien qui arrive pour rien, puis j'ai un bon feeling, puis c'est mon intuition qui me dit. Souvent, les rationnels vont écouter ça, puis c'est comme je n'ai pas cette petite voix-là dont tu me parles. Puis les émotifs, bien souvent, le problème, leur défi en relation, c'est qu'ils se font pas bien comprendre. Ils ont tendance à se laisser deviner, parce que c'est tellement clair pour eux, mais ils sont pas aptes à nommer clairement ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils souhaitent en relation. Alors que le rationnel, lui, c'est un être de beaucoup de mots. Il parle beaucoup, il répète souvent les mêmes mots, il dit souvent la même chose de différentes façons. Et lui, le rationnel, ce qui est important à savoir en relation, c'est que si vous lui proposez un week-end, par exemple, « Hey, en fin de semaine prochaine, c'est la fête de la reine, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça te tente-tu, on va aller au Jardin des Tulipes? » Parce que, hein, Jardin des Tulipes, c'est où ça? C'est quand ça? Comment ça coûte? Qu'est-ce qui va arriver là-bas? C'est qui a parti ça? Y a-t-il du stationnement? Alors, le rationnel va avoir beaucoup de questions auxquelles on aurait intérêt à répondre. Parce que le rationnel, tant que ces notions ne sont pas répondues pour lui, il a du mal à se demander comment il se sent. Il a tout de suite le réflexe de susciter plein d'interrogations, puis il a besoin de tous ces petits détails-là pour mieux se déposer. Alors que l'émotif, il dit « Ben oui, j'ai un bon feeling, on va y aller, ça va être agréable, puis au pire, on vivra une expérience. » Donc, encore là, le rationnel, il y a beaucoup de mots à la portée de l'émotif pour l'aider à mettre des mots sans mettre des mots pour l'autre. Parce que les rationnels, ils arrivent en couple dans mon bureau, puis ils vont me dire « Ah, Louis, je te l'ai amené, là, mais je ne sais pas s'il va parler, il ne parle jamais. » Mais la réalité, c'est que les émotifs parlent. Il faut leur laisser le temps, il faut leur laisser l'espace, il faut juste considérer que c'est un peu plus lent, c'est un peu plus ardu d'identifier, mais quand on leur laisse l'espace, ils sont capables de mettre en mots, puis souvent c'est très percutant comme mot. On n'a pas besoin de dire en phrase complète pour exprimer quelque chose qui est très simple. Donc, faire attention comme rationnel, de laisser l'espace, sans mettre de mots pour l'émotif, de lui permettre d'exprimer ce qu'il vit, ce qu'il souhaite, ce qu'il pense, puis juste accepter que c'est un peu plus lent comme processus, parce que c'est le chemin inverse. Un émotif, il vit des affaires, puis là, il faut qu'il tente tant bien que mal de mettre en mots ce qui se passe, puis comment il vit. Comment peut-on comprendre quelqu'un qui est codépendant? Je vais y arriver avec le codépendant, puis comprendre les différences. C'est beaucoup dans l'attitude que je disais tantôt. Il faut juste comprendre que le codépendant, il comprend pas le dépendant, puis le dépendant, il comprend pas le codépendant. Le but de l'exercice, c'est vraiment, c'est ça le défi. C'est comment comprendre comment l'autre réfléchit, comment l'autre s'exprime, comment l'autre... Fait que le codépendant, c'est facile à comprendre. Il aime ça quand il est au service, quand il est disponible, puis il aime ça quand on est dans l'action. Fait que si je peux me permettre de répondre. Puis il y a quelqu'un qui dit « Je suis les deux, je pense ». C'est une bonne question. Juste faire un petit retour rapide sur dépendant codépendant. Il y a des dépendants qui vont me dire « Mais oui, mais moi, je suis au service, puis je suis super gentille, puis je suis toujours disponible pour aider mon entourage. » C'est vrai. La différence entre le service du dépendant et le codépendant, c'est que quand les dépendants font quelque chose pour être aimable, pour être gentil, pour être avec quelqu'un d'autre, ben c'est parce que ça leur permettre d'être un peu valorisé, d'être reconnu. C'est rarement gratuit et généreux, comme souvent les codépendants le font dans l'ombre, un peu à l'extérieur. Donc, ça va codépendant, dépendant pour l'attitude en général. Il y a des codépendants toujours de bonne humeur, toujours disponibles. Il y a des dépendants un peu plus aigris, un peu plus renfrognés. Il y a les émotifs et les rationnels. Peu de mots pour le rationnel pour sentir davantage. L'émotif, un peu plus d'exercice pour mettre en mots pour être compris.
Bonjour Louis. Est-ce que deux personnes dans une relation peuvent avoir la même dualité? Aussi, est-ce qu'on peut avoir des traits, des deux dualités, comme avoir des traits dépendants codépendants sans pouvoir dire parfait? Je vais répondre à la première question. Il est possible que vous rencontrez un dépendant et vous vous êtes convaincu d'être un dépendant. Donc, on a la même dualité. Mais pour que l'équilibre persiste, il y en a un des deux qui va falloir qu'il soit codépendant, parce que les deux dépendants, ça ne pourra pas fonctionner. Ou à l'inverse, deux codépendants, ça ne créera pas d'équilibre, ils vont chicaner pour faire le ménage, puis rendre service, puis essayer de prendre la tâche. Fait que, automatiquement, quand j'ai deux, par exemple, rationnels, il y en a un des deux qui va falloir qu'il soit un peu plus proche de son sentier, parce qu'on va juste s'enfarger dans des mots. Donc, généralement, quand il y a deux mêmes dualités qui se rencontrent, il y en a un qui va flancher dans l'autre pour créer l'équilibre. Si je passe à la troisième, qui est banale, vous me direz, mais au quotidien, dans les tâches, dans les activités, dans le rythme de tous les jours, le vite et le lent. Bon, rien qu'à voir, on voit bien, comme on dit. Le vite, il bouge vite, il s'articule vite, il s'exécute vite. Tu sais, ce serait le fun qu'on ait une semaine dans le sud. Tu n'as pas le temps de te revirer de bord, le voyage est booké, la destination est décidée, tout est fait. Donc, ça, aller vite, ils sont très efficaces. Là. Tout le monde veut un vite comme employé ou dans l'exécution d'une tâche qui nécessite de la rapidité d'esprit, mais en relation, c'est pas nécessaire. Tu sais, on ramasse, on débarrasse la table en même temps qu'on finit une conversation, puis on met ça dans le lave-vaisselle, puis on part une brossée de lavage. C'est très efficace dans la tâche, mais c'est pas efficace dans la relation. Et le lent, ben c'est tout le contraire. Il est très, très disposé à être en relation, à être présent, puis c'est peut-être pas le plus efficace dans les tâches, ou en tout cas, le rythme est différent, mais on va arriver à avoir des tâches qui sont exécutées, parce que les gens vont me dire, ben oui, il faut que ça se fasse, on n'a pas le choix, il faut que les choses soient faites. Je comprends. Il faut que les choses soient faites. Si tout est impeccable, puis on vit dans un musée, puis on n'est pas capable de s'endurer, puis on n'est pas bien ensemble, on n'est pas d'avance. Puis à l'inverse, si on est juste bien ensemble à savourer l'échange relationnel, mais qu'on est embourbé devant des tâches qui ne prennent pas d'avance, puis qui s'exécutent pas, ben on n'est pas aussi confortable. Fait qu'on va avoir des tâches, on va avoir une vie bien rangée, mais on va avoir du temps, tout en lenteur pour se parler puis se rencontrer un petit peu plus en profondeur. Je viens de me séparer parce que nous étions deux dépendants. Est-ce possible de faire un couple épanoui? Ben, un peu comme je disais tantôt, il y en a un des deux qui va tomber codépendant, sinon on va rester tous les deux sur nos positions puis on n'aura pas cette énergie-là de vouloir conjuguer avec l'autre puis être ensemble dans la relation, parce que c'est vraiment me soucier des besoins de l'un comme de l'autre. J'ai une question qui n'a pas lien avec les dualités. L'attiration est beaucoup moins présente. OK, on va passer. Est-ce que tu peux... Oui, ça c'est une bonne question. J'y arrive. Les gens, est-ce que je peux être dépendant, rationnel, émotif? Ben oui, c'est pas juste un. Je peux être dépendant, rationnel, vite, actif et fusionnel. Je peux être dépendant. Fait que toutes ces dualités-là, il y a une des extrêmes qui m'appartient. C'est ça l'invitation pour m'aider à apprendre à connaître. Parce qu'à partir du moment où je sais que je suis dépendant, OK, il faut que je fasse attention à mon attitude. OK, je suis une vite, il faut que je fasse attention pour ralentir. Moi, des fois, je le vois dans mon travail. Mes clients ils me disent, mon Dieu, c'est beaucoup de questions, ça, dans la même phrase. Je me dis, oh mon Dieu, oui, tu vas trop vite. Il faut ralentir. OK? Fait que l'exercice, c'est toujours de garder le follow spot sur moi pour me dire, OK, il faut que je sois vigilant. Comment je peux faire pour être meilleur en relation? Parce que souvent, les gens, ils apprennent les dualités, puis là, ils parlent. Ah, toi, tu es un dépendant. C'est pas le fun de se faire dire ça. C'est plus de dire, OK, moi, qu'est-ce que j'ai à faire pour aller rejoindre l'autre, puis un peu plus être un meilleur amoureux, un meilleur ami, un meilleur compagnon de vie. Le rationnel, comment arriver à vivre en couple? Il faut être disposé, être un peu plus en contact avec comment je me sens intérieurement. Parce que le rationnel, il peut connaître un paquet de choses, peut avoir un paquet d'informations, mais le défi du rationnel, c'est de descendre un peu plus, puis souvent, je vais dire à mon client, comment tu te sens? Ouais, puis là, il y a des explications, puis je vais juste répéter toujours la même question. Comment tu te sens? C'est pas évident, mais c'est un apprentissage qui est à faire. Fait qu'on respecte le rythme de l'autre avec vite lent, puis on respecte le rythme de l'autre parce qu'on a chacun notre autonomie. Tu sais, souvent, je dis, ça se peut qu'on prenne une façon différente de le faire, mais si on arrive au même objectif, j'ai pas à juger de l'autre comment il s'y prend pour faire sa tâche, pour y arriver, pourvu que la tâche est faite. On a toutes les deux dans le respect de notre façon, notre manière, puis notre rythme. Ensuite, toute la dimension de être disponible, d'avoir accès à l'intimité amoureuse, sexuelle, relationnelle. Alors, on parle ici d'actifs rêveurs. On est dans une société qui nourrit la performance, qui nous invite à
faire les choses, à bien les faire, à en faire beaucoup, à prendre ça de front, puis à se réaliser, puis dans tous les domaines de notre vie, puis c'est très bien ainsi. Sauf que si je suis juste dans l'action, puis que mon besoin, c'est toujours de m'exécuter, puis d'être bien quand tout est fait, c'est parfait. Puis on peut pas, et on n'a pas à juger ça. On n'a pas à dire, hey, ça n'a pas de bon sens, il est dommage superficiel, puis il est juste dans ses affaires, puis il est juste dans l'application, puis sans les gens vont me dire, c'est pas de bon sens. Même le gazon, il faut que tout soit égal, puis chez nous, il faut qu'on voit les coups de balayeuse qui paraissent sur le tapis pour que c'est correct, la personne est bien quand c'est comme ça, puis on n'a pas de jugement à y porter. Faut juste pas que ce soit au détriment de la relation. Faut juste pas que ce soit au détriment du bien-être de la relation. Parce qu'on a un rêveur là, qui, lui, attend constamment d'avoir une disponibilité de l'autre pour avoir du temps de qualité. Je suis amoureuse d'un homme, ça fait déjà 1 an, et rien ne se passe entre nous à part s'être embrassé 2 fois. Il doit être aussi amoureux, mais ne bouge pas. OK, on y arrive, là, on va être dans notre solitaire, puis dans notre fusionnel. Ça va répondre un peu à cette question-là. Fait que c'est correct d'avoir des vies remplies de projets, puis de défis, puis d'objectifs, puis de réalisations, puis on a le privilège de vivre dans une société où tout ça est accessible. Il faut juste jamais que tout soit fait au détriment. Fait que ça se peut que tu aies une super belle maison, que ton gazon est fait, le cabanon est en ordre, le lavage est fait, les repas sont faits pour la semaine, puis les enfants sont... Mais si on n'a pas pris le temps de se parler, si on n'a pas pris le temps d'échanger, si on n'a pas pris le temps d'avoir des fous rires, si on n'a pas pris le temps de dire, tu sais quoi, aujourd'hui, je choisis consciemment que là, le gazon, ça va attendre, puis on va prendre le temps. Savez-vous qu'est-ce qui est plate? C'est que souvent, tout ça, ça prend le bord quand les épreuves arrivent, quand la maladie se pointe, quand la détresse se pointe. Alors, tu sais, un jour, j'ai eu un client, 28 ans de mariage, sa femme, elle l'a quitté, puis il pleure comme un enfant dans mon bureau, puis il me dit « Louis, je comprends pas. J'ai tout donné. » Puis je comprends très bien ce qu'il dit, puis c'est vrai qu'il a tout donné parce qu'il est parti de rien. Il a construit un empire. Ses enfants leur ont permis des études avancées à tous les 3. C'est des gens qui ont réussi. La grosse maison à la campagne, la grosse maison à la ville, puis je vais juste lui dire, tu sais quoi, tu as donné exactement tout ce que tu pensais. Ça, c'est le dépendant. Il pensait que c'était ça qu'elle avait besoin, alors que elle, ce qu'elle souhaitait, c'était juste d'avoir un amoureux puis un papa à la maison. Puis c'est ça le défi de l'actif, le rêveur. Parce que le rêveur, lui, là, ou elle, va toujours avoir sauté sur toutes les occasions qui se présentent. Un petit moment pour ah, ça serait le fun. On pourrait s'embrasser, puis on pourrait laisser faire, puis on pourrait prendre un après-midi off. Écoute, l'actif, ben non, faut que les choses se fassent. Faut que, on n'a pas le choix, puis si on le fait pas, ça va s'accumuler. Non, je pense que l'invitation, puis là, le confinement nous l'a mis en plein visage. Faut apprendre à profiter. Faut profiter du moment, de ce qui se passe, de la relation, de la vie. Puis je trouve que le rêveur, il y a une qualité incroyable que l'actif a perdu, c'est que le rêveur est capable de s'émerveiller. Tu sais, s'émerveiller, ça veut juste dire s'arrêter 20 secondes, 30 secondes, dire ah, « Wow! » Tu sais, un actif, là, ben oui, il est beau le cardinal, là, mais là, je suis occupée, là, je suis en mon entraînement, puis il faut que j'aille faire ça, parce qu'après ça, parce qu'après ça, parce qu'après ça, OK? Donc, faire attention de s'assurer que je reste disponible amoureusement et que je réponds aux besoins du rêveur, parce qu'à un moment donné, la sexualité va débarquer. Parce que la sexualité, à moins que je la veuille pour avoir des enfants, ben c'est juste pour le plaisir. Pour vrai, ça sert à rien d'autre de faire l'amour que d'avoir du plaisir, d'avoir du fun, de prendre un moment de détente, d'être ensemble, d'avoir une complicité. Mais si tout à coup mes tâches embarquent et deviennent plus grandes que tout ce que j'ai à faire, puis que je prends pas le temps de m'abandonner, puis d'être amoureux sexuellement, puis d'être disponible, ben vous seriez surpris de voir à quel point il y a des amoureux qui vivent ensemble depuis des semaines, des mois, des années, puis qui n'ont plus de sexualité. Mais il faut que j'apprenne à me déposer. Puis c'est le rêveur qui va me le montrer. Parce que le rêveur, lui, c'est un lover, c'est un amoureux. Mais le rêveur, il faut qu'il fasse attention parce qu'il nomme pas ses affaires clairement. Puis il est toujours dans l'attente. Fait que on va l'inviter à nommer ses affaires clairement. Votre livre m'aide beaucoup à mieux comprendre ou à me reconnaître. Merci beaucoup. C'est ça le but, c'est ça la mission. C'est vraiment d'approfondir ça. Puis plus je le lis, puis les exemples. Soit les gens vont dire, mais je m'identifie pas aux exemples. C'est plus le contenu. Tu sais, on donne des exemples pour illustrer un peu, mais je pense que avec le temps, ça va prendre forme. Puis je pense qu'à se regarder aller, on va y arriver. La dernière dualité qui est pas la moindre, c'est fusionnel solitaire. Personnellement,
Et professionnellement, je trouve que cette dualité-là est tellement apaisante. Elle soulage, parce que souvent le fusionnel, je parlais avec une cliente hier, la même chose, elle me dit hey, quand je le vois pas, là, puis qu'on n'est pas ensemble, puis qu'il m'appelle pas, puis qu'il me confirme pas notre rendez-vous, là, je viens dans un état épouvantable. Ça, c'est sûr qu'en début de relation, les fusionnels sont ultra inconfortables, sont super mal à l'aise, parce que ils ont très, très, très besoin d'être réconfortés. Sont bien quand l'autre est présent, quand on se parle, quand on se texte. Donc, le fusionnel, souvent, on a tendance à le juger ou à l'identifier comme un dépendant affectif. Puis c'est vrai, on est une forme de dépendance affective. Mais il reste que sans fusionnel, il n'y a pas de relation. Parce que sa dualité contraire, c'est le solitaire. Bon, le solitaire, lui, c'est tout le contraire. Le solitaire, lui, il est bien dans son univers, il est bien quand toutes ses affaires sont faites pour mieux revenir dans la relation. Alors, c'est important que je sois capable de, oui, me réaliser, mais d'entendre que le fusionnel, si je ne lui donne pas ses besoins pour assouvir cette intimité relationnelle-là, il va devenir très demandant, il va devenir très insécure, il va devenir très envahissant à la limite. Donc, le fusionnel, il faut garder à l'esprit que quand il commence à manifester souvent, on n'a pas de temps, on a besoin de passer du temps ensemble, on devrait se prendre un petit moment, c'est qu'il y a un besoin d'intimité qui est à répondre. Puis le solitaire, c'est important d'entendre, parce que le solitaire, là, c'est un aide de projet. Fait que, il fait de l'entraînement, il y a un club de vélo, il s'est investi au niveau communautaire à sa job, il est coach hockey pour son fils. Comprenez, c'est comme, puis ça, là, ça le nourrit, puis ça le ravit, puis ça le stimule. C'est juste que son temps d'ennui avant de dire ça fait longtemps que j'ai pas vu mon chum, ça fait longtemps j'ai pas passé du temps avec ma blonde, c'est plus lent, puis le fusionnel, il est là pour sonner la cloche. J'ai besoin que tu rentres à la maison, j'ai besoin qu'on passe un peu de temps ensemble. 25 ans de couple avec ma conjointe et c'est aujourd'hui que je comprends notre dynamique. Yeah! Merci! Il n'est jamais trop tard, on va pouvoir faire un autre 25 ans. Comment arriver à cohabiter de façon saine avec un être rationnel sans avoir à être dans l'argumentation? Je suis une émotive. Ça, c'est tellement un bon point parce que le rationnel, je t'explique pas pourquoi tu veux faire les choses, tu as de la misère à le convaincre. Mais à l'inverse, quand tu sécurises le rationnel et tu y expliques pourquoi, vaut mieux mettre le mobilier de ce côté-là, vaut mieux faire cette dimension-là, ben, je pense que ça va aider. Puis moi, le truc que souvent je donne aux émotifs, c'est faut juste les sécuriser. Si tu invites un rationnel dans un restaurant où la devanture est un peu à laisser aller, puis que tu lui dis hey, j'ai un bon feeling, je suis sûre le portugais ici, il est délicieux. Il va falloir que tu le sécurises parce que la devanture, qu'on n'a pas de référence, qu'on connaît personne qui est allé, ça ne donnera pas le goût. Fait que juste comme de gagner un peu en assurance pour les motifs, de dire regarde, viens avec moi, fais-moi confiance. Puis au pire, on vivra une expérience, ça va être le fun. Mais il faut pas perdre de vue que le rationnel, il a besoin qu'on soit rassuré, qu'on lui donne des explications, qu'on l'aide parce que d'emblée, il ne sent pas grand-chose. Puis c'est pas parce que c'est pas un être qui a pas d'émotion. Parce que ça, c'est important aussi de savoir, les rationnels, ils sont très, très, très sensibles. C'est juste que leur manifestation, leur expression est en mots et pas en émotion. C'est le rejet qui est difficile à surmonter. Moi, ça fait 2 fois, un après l'autre. Le rejet, probablement, du fusionnel, je comprends. Ici, je trouve que dans les dualités, ça prend quand même une certaine dualité, une certaine humilité pour admettre nos dualités. Tu sais, il y a personne qui aime ça, dire, bon, mais je suis un être égocentrique, des fois, je vais trop vite, je suis toujours préoccupée de ce que j'ai à faire, puis je suis pas présente dans mes vies amoureuses, mais en même temps, quand je le fais, puis que je prends les outils dont j'ai besoin, bien, je me donne des façons d'être en relation, puis c'est agréable pour tout le monde. Tout le monde va en bénéficier. Je suis avec mon chum depuis presque 3 ans, il y a 0 contact visuel. Moi, il me semble que c'est pas normal, qu'en pensez-vous? Ben, écoutez, là, c'est un peu ce que je me disais avant de faire le Facebook Live, il y a les dualités qui sont comme une base, le fun sur laquelle se reposer, mais souvent, malheureusement, je ne peux pas répondre à des questions aussi importantes avec avec si peu d'informations. Mais je peux vous dire que s'il n'y a pas de visuel, c'est quelqu'un qui est dans son univers. C'est peut-être un solitaire qui a besoin qu'on aille le chercher, qu'on aille l'interpeller. Je pense qu'il faut juste avoir une bonne conversation. Puis je pense que si je me donne le droit de parler, puis nommer les choses, même si c'est maladroit, on va arriver à des réponses. Est-ce qu'il est possible de changer de dualité? Par exemple, être actif et devenir rêveur. Oui, ça se peut.
Si je suis un actif, puis t'as quelqu'un qui est très actif, ben j'aurais pas le choix de devenir rêveur, sinon il se passera rien. Mais dans mon expérience, ce que j'observe, c'est que on garde notre dualité de fond. On peut aller expérimenter dans une dualité inverse, mais ça va forcer. Ce sera pas naturel. Alors, indépendant, si un être capable de s'occuper de ses besoins, il force pas. Ça se fait tout seul. Donc, ça se peut. Puis, comme je disais un peu plus tôt, dans la mesure où il y a quelqu'un qui va le faire de façon contraire pour créer l'équilibre. Mais notre nature profonde est vraiment statuée. Puis là, il faut que je fasse le mi-chemin vers l'autre. Tu sais, d'emblée, là, on identifie ça. J'aimerais ça vous rappeler que c'est pas correct, pas correct. C'est pas ça n'a pas de bon sens, puis ça a du bon sens. Chaque dualité a sa réalité. Par exemple, je dis souvent que les rationnels, dans une classe, à l'école, ils sont honorés. Si t'es bon en français, en maths, en chimie, en bio, on a beaucoup d'espoir pour toi. Mais si t'es bon en art plastique, en art dramatique, en art dramatique, ben là, on a tendance à un peu d'évaluer ça. C'est toute la culture de notre société. Mais gardez à l'esprit à quel point chacune de ces dualités-là est nécessaire en relation. C'est sûr qu'il y a des avantages. Être rêveur dans un milieu de travail super performant, des fois, on doit se sentir un peu bousculé. Mais c'est plus comme de le voir en relation, puis de garder toujours le regard sur moi, parce que chaque dualité a son défi, chaque dualité a sa force, chaque dualité a sa capacité de juste dire, OK, comment moi je peux mieux faire pour être un meilleur amoureux. Puis, si vous n'êtes pas en relation, si vous n'êtes pas amoureux actuellement, toutes les relations se manifestent par des dualités. Fait que je trouve que ça nous aide à avoir un regard bienveillant sur l'autre dans sa différence, peu importe le type de relation à laquelle on s'expose. Le livre, c'est merveilleux. J'espère que le livre sera en rediffusion car j'aimerais l'écouter avec mon conjoint. Parfait. Des livres audio traduits en différentes langues, pourquoi pas? Est-ce possible que j'étais une rêveur et que je suis devenue une active? C'est une super bonne question. Les rêveurs sont dans l'attente, ils sont toujours dans le souhait qu'en fin de semaine, on va avoir du temps, on va en profiter, on va se retrouver, on va se faire une bonne bouffe, on va se faire une petite date, on va écouter un petit... Puis là, l'actif, il arrive, puis bon, je vais en profiter, je vais peinturer le cabanon, je vais faire le ménage sur le balcon, je vais tout arranger les plates-bandes, comme piou. Alors, souvent, les rêveurs, dans des attentes qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas verbalisées à juste titre, vont se décourager, rêveuses ou rêveurs, puis vont finir par fermer la porte, puis vont embarquer dans un mode qui est plus actif, dans l'application des tâches. Puis j'ai envie de vous dire, ne faites pas ça, parce que pas de rêveur, ça fait des relations qui sont très organisées, tout est à sa place, tout est bien organisé, mais c'est plate. S'il n'y a pas de rêveur, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de couleur dans la relation, ça fait des relations super setées, bien casées, mais il n'y a pas de spontanéité, puis il n'y a pas il n'y a pas de vie, c'est juste quelque chose qui est régi par l'organisation. De quelle façon pouvons-nous sortir? Ah, je vais l'échapper! On va aller à l'autre. Demeurons toujours le même type de personne, ça peut évoluer selon la personne avec qui nous sommes en relation de notre cheminement personnel. Oui, sauf que, pour vrai, je pense que c'est ça l'exercice. Moi, quand je regarde dans mon parcours, j'ai toujours la même tendance qui revient. C'est sûr qu'on s'améliore. C'est sûr qu'on est moins manifeste, mais tout dépendant de la personne avec qui je vais m'associer, mon naturel va revenir puis je vais être attirée vers la personne qui a une dualité contraire. Comment briser le pattern de tomber dans la friend zone? Bonne question. Friend zone, je pense que il y a comme une réalité dans notre façon de dater aujourd'hui, d'avoir accès à des sites de rencontres, des applications, qui fait que on peut facilement balayer une rencontre, une fréquentation. C'est comme si on savait qu'il y avait d'autres opportunités, ce qui était moins accessible dans le temps. Je dirais que plus je vais parler ouvertement de ce que je veux en relation, de ce que je souhaite, puis ce que je veux là, ça peut être moi je veux juste la sexualité, moi je veux pas d'engagement, je veux juste qu'on se voit puis qu'on se parle librement, quand ça donne, ça donne. Ou moi, à l'inverse, je veux un amoureux, je veux me marier, je veux des enfants. C'est comme si on n'ose pas nommer ces affaires-là, puis là on entre avec on veut pas l'achaler, on veut pas mettre de la pression, puis on veut pas y faire peur, mais on finit toujours par se faire prendre. Fait que j'ai envie de vous dire, la première chose à faire, prenons le temps de se dire, moi,
comme individu, qu'est-ce que je veux dans ma vie amoureuse? Puis ça, c'est si je suis célibataire, si je suis en début de relation, si je suis en relation depuis longtemps, on évolue. L'être humain évolue au même titre que l'amour, que la sexualité. Fait que si je suis dans la même relation depuis longtemps, c'est le même questionnement. Comme individu, qu'est-ce que je veux dans ma vie amoureuse? Qu'est-ce que je veux comme rapport intime? Qu'est-ce que je veux comme sexualité? Puis d'être capable de me le reconnaître, de me l'admettre, pour être plus outillé, ensuite dire, c'est quoi, moi, c'est ça que j'aimerais. Moi, c'est ça que j'aimerais qu'on ait comme objectif. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis quand je travaille avec des couples, c'est toujours la même affaire. Souvent, ils veulent la même chose, mais ils passent pas par le même chemin. Est-ce qu'on peut être fusionnel et solitaire? Je vais clarifier ce que je lis dans le sous-texte. Un fusionnel, il dit, ben non, moi, je suis capable d'être seul. Je suis pas un fusionnel, j'ai pas toujours besoin d'être l'autre. C'est vrai. Le fusionnel, à la différence du solitaire, quand il est seul, là, il n'y a aucun malaise, il se sent pas coupable, puis il se sent pas mal. Il part de bonne heure le matin, il va manger au restaurant, il est dans sa bulle. C'est quand il est en présence de l'autre, qu'il est incapable de s'occuper de lui, il tombe dans l'autre. C'est ça la différence. Fait que non, on peut pas être fusionnel et solitaire, mais le fusionnel est capable d'être seul, sauf quand il est en présence de l'autre, il tombe dans l'autre. Alors que le solitaire, il est dans sa bulle seul, puis il est dans sa bulle avec l'autre. Fait que c'est ça qui fait un petit peu la différence. Est-ce que rencontrer quelqu'un qui a l'herpès peut être une barrière sexuelle? Bon, je vais rapidement. L'herpès, c'est une réalité difficile à gérer parce que ça part pas. C'est quelque chose avec lequel on a à conjuguer. Même chose que je vous disais tantôt. Ouvrons notre jeu. Je suis atteinte du VIH. Je suis atteinte d'herpès. Voici les précautions qu'on doit faire. En relation, moi, j'ai la certitude que pour accéder à une autonomie affective, je me dois d'exprimer clairement mes besoins, mes limites, mes inconforts. Plus j'exprime mes besoins clairement, plus j'exprime mes intentions claires, plus j'ai de chances d'y accéder. Mais on a comme une tendance à se laisser deviner, puis à rien dire, puis là, on s'en va dans toutes sortes d'inconforts, puis ça donne pas des relations satisfaisantes. C'est pas nourrissant, puis c'est pas agréable. Puis je pense qu'en vieillissant, on est en mesure de dire, ben écoute, moi là, j'ai le goût d'avoir ça, puis pourquoi ne pas le nommer? J'avais une cliente qui voulait un mari, qui voulait des enfants, qui voulait une maison, puis ses chums, ils disaient, ben non, fais pas ça, tu vas lui faire peur. Je suis comme, ben non. C'est ça qu'elle nommait. Ben oui, ceux qui n'en voulaient pas sont partis. Aujourd'hui, elle a une maison, elle a un chum, puis elle a un enfant. Comment on peut vivre un coup de foudre avec plein de papillons et tout, une relation parfaite, juste soir pour les deux côtés, et que le gars vit de l'angoisse, travaille dans sa tête, OK. Je vais faire une différence. Je vais en profiter, faire une petite... J'ai-tu du temps? Gna, gna. Oui, j'ai un petit peu de temps. Je vais définir quelques définitions pour vous aider. Parce que souvent, ça, j'entends ça. Pourquoi c'était pas de même au début? C'était donc bien le fun au début. Ben, c'était le fun parce que c'était le début. C'est plus le début. Parce qu'au début, ou on rentre en relation avec un coup de foudre, ou on rentre en relation avec la passion, ou on rentre sur une base amicale. Le coup de foudre, c'est une apparition subite, soudaine, violente, qui fait que je suis devant un individu que j'ai jamais vu de ma vie. Je suis à l'épicerie, puis bang, ça me rentre dedans. Puis là, les gens me disent, je sais, oui, ça n'a pas de bon sens, mais j'ai vraiment le sentiment de l'aimer et que c'est mon âme sœur. Ça, c'est un coup de foudre. La passion, c'est moins intense, ça se bâtit graduellement, mais la passion, c'est tout à coup, à force de rencontrer l'autre, je suis enivrée par cette personne-là, puis c'est comme, ça prend un caractère obsessif, je suis pas capable d'arrêter de penser à l'autre, de juste parler avec l'autre, être avec l'autre, parler de l'autre, puis graduellement, ça va se résorber. Mais c'est ça que les gens ont du mal à accepter, je m'y inclus, c'est qu'on aimerait ça rester toujours sur cet élan de passion-là, puis avec raison, là, tu sais, on ferme les stores, on boit du jus d'orange, on travaille plus, on fait juste s'aimer, puis on est toujours... Mais c'est pas ça la réalité. Fait que la passion, tranquillement, va se transformer en quelque chose qui est plus amical, puis l'amitié, ben, si je me soucie des besoins de l'autre, je me soucie de sa façon d'être, de sa façon différente. J'apprends à connaître l'autre. J'essaie de comprendre l'autre comme il se comprend. Puis là, c'est sûr que ça va changer d'intensité, mais ça va plus perdurer dans le temps. La sexualité, la même affaire. La seule façon que j'avais pour décrire mon amoureux, c'était intense. Maintenant, je comprends mieux. Il y aura des nouveaux outils, même après 10 ans. Yes, félicitations. Un homme reste-tu ado longtemps? Du genre, beaucoup d'hommes sont gamers. Je vais pas égaler dans l'ado comme... Effectivement, les dépendants vont avoir du mal. Les dépendants, c'est des êtres intenses, c'est des gens obsessifs, c'est des gens qui utilisent beaucoup de situations extérieures pour se nourrir intérieurement. Fait que
Un dépendant qui commence à faire de la photo, là, il achète un trépied, un appareil, un zoom, il se fait une chambre noire, il est tout équipé, puis il n'a pas encore commencé à faire de la photo, mais tout est intense. Il commence à faire du vélo, rien en bas de la totale, ça prend un vélo, ça a coûté 4000, mais écoute, il est équipé pour faire du vélo. Fait que c'est sûr que les jeux, l'ordinateur, si j'ai un tempérament dépendant, ben, je vais avoir tendance à l'utiliser de façon excessive. Si je suis avec un dépendant, il est facile de prévoir que je suis codépendant. Ma job, c'est de dire à l'autre, j'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'on passe un beau moment. Est-ce qu'on pourrait encadrer un peu ta disponibilité? On peut-tu se donner du temps? Puis, souvent, je fais l'invitation d'installer un rituel amoureux. Ça veut dire que tous les deux ont leur activité en parallèle, mais si j'ai une date avec mon amoureux, mon amoureuse, puis que tout le monde il accepte de s'y rendre, puis à partir de là, je serai pas toujours dans l'attente que je cours après des moments avec mon amoureux, mon amoureuse qui se pointe pas, ou je serai pas non plus dans le sentiment de coupable que j'ai pas punché puis je suis pas arrivée. Donc, ce que je suggère, c'est un rituel amoureux, 3 heures. 3 heures consécutives. Les gens disent, ben voyons, Louise, ben, peut-être plus en confinement, mais 3 heures, on n'a pas le temps de faire ça, ça n'a pas de bon sens. Dans ces 3 heures-là, je vais m'assurer d'avoir la disponibilité des deux partenaires impliqués, puis je vais avoir un réel échange, puis on va pouvoir passer du bon temps. Y a-t-il des dualités qui s'épuisent? Toute dualité peut épuiser. Dans la mesure où je fais pas le mi-chemin, puis je suis toujours en train d'attendre après le lent, je me sens toujours bousculée par le vide, ou on est toujours en train de s'occuper des besoins du dépendant, pas du codépendant, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut user la relation, puis ça peut créer des conflits. C'est pour ça que le but, c'est de faire le mi-chemin, puis se rejoindre au centre. En 2020, trouvez-vous qu'il y a de plus en plus difficile de vivre une relation à long terme. La vie passe tellement vite, se respecter l'autre. Il me semble que ce n'est pas la performance qui prend beaucoup de place. Il me semble que la performance, OK, je suis d'accord, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a comme un revirement de la situation où après avoir été visité, cette accessibilité-là, cette fréquentation-là, puis cette ouverture-là, puis je le vois beaucoup dans le confinement, les gens qui font du speed dating sur des réseaux, puis qui fréquentent beaucoup, puis qui ont une sexualité très active, ce qu'ils m'ont d'emblée signifié, exprimé, c'est à quel point dans des situations comme celles qu'on traverse tous actuellement, c'est donc bien d'être accompagné au quotidien. Fait que, tant mieux si vous avez le privilège d'avoir une relation à long terme, mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est en relation qu'on apprend à être en relation. C'est en relation qu'on expérimente la relation. Fait que ça se peut que vous ayez à faire quelques tentatives pour vous donner le sentiment que vous vous approchez, mais il n'y a rien qui se passe. Je suis en train de graver des expériences qui sont agréables. Puis j'ai une cliente, elle me disait, oh, je suis tellement tannée. Elle me disait ça hier, il faut toujours que je recommence. Oui, mais à chaque fois, j'en apprends sur moi. Puis je me dis, oh, mon fusionnel, il était un peu trop déclenché, ou mon solitaire, mon Dieu, j'ai un intérêt, puis j'ai même pas manifesté, j'ai eu la peur, puis je suis partie. Donc, il n'y a rien qui se perd. C'est en relation que j'apprends à être en relation. Puis, il n'y a rien qui se perd parce que chaque opportunité est une expérience pour moi de connaître un peu plus mon fonctionnement, de m'améliorer, de briser mes patterns. Tu sais, les codépendants, si vous rencontrez quelqu'un, puis là, tout à coup, oh, il a besoin d'aide, puis vous prenez tout de suite en charge, c'est sûr, ben là, ça arrive dans les mêmes résultats. On va essayer d'autres choses. Très, très intéressant. Vous nous aidez tellement à bien comprendre. Merci beaucoup. Ce que je comprends, mon mari est dépendant, émotif, lent, rêveur, actif. OK? Donc, généralement, on est le contraire. Parce que ça, c'est fascinant. Je l'ai expérimenté une fois plutôt qu'une autre. Si je suis un dépendant vite, rationnel, ben clairement, je suis avec un codépendant, lent, émotif. Puis c'est ça la magie, mais c'est ça qui nous fascine au début. Les émotifs, ils regardent les rationnels, puis c'est comme, oh, c'est le fun, comment ils s'expriment à un moment donné, ce sera plus le fun, parce que quand le conflit va éclater, là, on va avoir du mal à se rejoindre. Fait qu'on essaie de garder à l'esprit, on est dépendant ou codépendant. On en choisit un qui est notre dominante. Je suis un émotif ou un rationnel. Je choisis ma dominante. Je suis un vite ou je suis un lent. Puis là, les gens disent, ouais, mais des fois, je suis vite, des fois, je suis lent. De façon générale, je suis un actif ou un rêveur, je suis un fusionnel ou un solitaire. Fait que c'est sûr que si je m'en vais dans mon milieu de travail, ça se peut que ça change. Gardez-le au niveau relationnel, gardez-le au niveau amoureux, puis assurez-vous que vous travaillez sur vous. Assurez-vous que vous vous regardez aller. Moi, je vous donne un petit exemple. On est en confinement, moi, je suis une vite, vous l'aurez deviné si vous êtes lent, parce que vous allez trouver que je parle vite et que je bouge vite. Le matin, je me lève, là, parce que je sais pas où je m'en vais, on est en plein confinement, mais je vais l'occuper.
Je fais juste avoir un regard d'accueil et de bienveillance à mon égard. C'est comme, franchement, Louise, c'est bien actif pour aller pas nulle part, finalement. Donc, je trouve que les dualités, je trouve que la façon qu'on le présente, puis là, je vous rappelle que j'ai rien inventé, j'ai juste pris toutes ces notions-là, puis on a eu l'intelligence de les rassembler, puis de présenter ça. Je trouve que ça nous permet d'aimer nos différences. Je trouve que ça nous permet d'accueillir avec bienveillance nos difficultés. Je trouve que ça nous aide à nous rapprocher l'un de l'autre. Je trouve que ça permet d'arrêter de se tirer dessus, puis de s'affronter, puis d'être en conflit. Tu sais, c'est à partir du moment où je comprends que tu es un lent, puis toi, dans la vie, ton combat, c'est toujours te sentir bousculé, parce que moi, je suis toujours pressée, puis je suis toujours sur le bord de la porte à t'attendre, ben je peux ralentir. Puis si moi, je t'invite, puis je suis pas entendue, puis je suis pas respectée, ben je peux... OK, fait que ça nous donne cette espèce de... On est ensemble, on fait tout ça, ce travail-là ensemble. Oui, lorsqu'il s'arrête... OK, on parle... Vous allez pouvoir avoir accès au Facebook Live de façon par la suite. Un de mes ex, ça le rassurait le lundi, booker l'activité de la fin de semaine. Mon frère était... Effectivement, le rituel, ça l'aide, ça sécurise tout le monde. Le fusionnel, lui, là, le fusionnel, par exemple, il a besoin qu'on lui donne des moments de qualité. On a priorisé la relation, on s'est donné un beau moment de tendresse. Quand le fusionnel va être rassasié, il va pouvoir faire autre chose, puis seul temps va pouvoir être libre de faire ses activités. Je vais juste vous faire un gros merci. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci de votre interaction. C'est une première pour moi. En vraie dépendante, je résistais, ça ne me tentait pas trop, mais merci beaucoup pour l'expérience. Merci une fois de plus aux Éditions de l'Homme de cette belle initiative. Merci à vous d'être au rendez-vous, de continuer de nous supporter dans ce beau projet de Si on s'aimait qui est au rendez-vous lundi, mardi, mercredi à 19h30. Si vous voulez approfondir, allez-y avec le format écrit. Et je vous dis à bientôt. Ce fut un vrai charme d'être en votre compagnie aujourd'hui. Et ce n'est que partie remise. Allez, bon week-end, profitez-en, soyez amoureux, puis surtout, profitez de la relation pour apprendre à être en relation, puis on va tout faire ça ensemble. Merci infiniment et je vous dis à bientôt!